bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Aver France, en tout cas, de nous avoir effectivement sollicité pour venir témoigner sur les enjeux cyber liés à la mobilité électrique. Donc, je suis Marion Lattard et je suis en charge de la communication au sein de Exatrust. Exatrust, c'est une association professionnelle qui regroupe plus de 140 entreprises de cybersécurité, cloud de confiance et digital workplace, exclusivement françaises et européennes. Notre mission au quotidien, en fait, c'est de défendre, représenter et promouvoir en fait, l'ensemble de ces acteurs afin effectivement de travailler aussi avec les pouvoirs publics, notamment sur tous les sujets institutionnels, les créations de lois. On fait beaucoup d'affaires publiques et de lobbying. Et on accompagne aussi énormément toutes les entreprises et l'ensemble des utilisateurs dans tous les secteurs d'activité pour les sensibiliser effectivement au sujet de la cybersécurité au sens large et s'ils le souhaitent, les accompagner pour leur proposer des solutions adaptées aux besoins. Pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Gaël Musquet, hacker éthique. Pour lui, les failles de sécurité, ça n'a aucun secret. Donc je pense que je vais lui laisser la parole, en tout cas, pour lui apporter son témoignage et sa vision des choses. Alors, merci encore pour l'invitation. Alors, je suis Gaël Musquet. Alors, pour commencer mon propos et l'introduire correctement, sur les définitions, je vais essayer d'être le moins jargonneux possible. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un hacker éthique? Tout le monde sait ce que c'est? Super. Non, il y a des mains levées. Ok, j'ai encore du travail. Alors, je suis né comme ça. Le hacking, c'est un des métiers de la cybersécurité. On peut être hacker sans faire de la cyber, même si ce métier est régulièrement associé à la cybersécurité. Moi, je suis météorologue de formation. Je suis né en Guadeloupe. J'ai été victime d'un ouragan, donc moi, ma vocation première, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, c'était de devenir météorologue et je suis spécialisé dans la filière instruments. Sauf que, pour pouvoir faire mon métier correctement, il m'a fallu à un moment hacker, détourner des voitures, des bateaux, des hélicoptères pour pouvoir faire rentrer ces données météorologiques dans les systèmes d'information de ces véhicules. Et donc, détourner, c'est une des méthodes de hacking. J'aime bien deux définitions. Celle qui dit que le hacker, c'est celui qui doute. Je suis technophile, j'adore mes machines, mais je ne leur fais pas confiance. Alors, à elles et aux personnes qui les ont programmées, qui ont installé les systèmes d'exploitation et les logiciels. La deuxième définition que j'aime beaucoup, c'est celle de Keren El Azari, qui est une hackeuse qui dit que le hacker, c'est le système immunitaire de l'Internet. Et comme tout est connecté aujourd'hui, c'est le thème de la keynote, l'objectif pour nous, c'est quelque part d'être le système immunitaire des villes, de l'interconnexion des systèmes qui permettent de faire fonctionner nos villes. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'un hacker éthique, alors on dit éthique, c'est un peu comme les haribots qui piquent. D'accord? Alors, le côté qui pique, c'est hacker, le côté doux, sucré, c'est l'éthique, mais on dit hacker tout court, parce que malheureusement, notre nom et nos métiers sont souvent associés à des cybercriminels. Un hacker, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, j'ai 2 enfants, je suis un père de famille respectable. L'idée pour nous, c'est aussi d'expliquer à ces enfants qui, comme quand j'avais leur âge, se posent parfois des questions sur comment on pourrait, et c'est la question qui m'est souvent posée, contourner, détourner un compte Instagram ou Facebook, et donc ça, je ne le fais pas. Venez pas me poser la question à la fin de la journée ou de la keynote. Ça, je ne le fais pas. C'est souvent ce qui revient le plus souvent sur le compte Facebook ou Instagram de l'être aimé. Donc ça, je ne fais pas. Je ne fais pas revenir l'être aimé. Pour le reste, je suis votre serviteur. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous introduire avec un peu d'humour. Je l'avoue, parce que ce sont des sujets anxiogènes. Vous savez que le chiffre d'affaires de la cybercriminalité dans le monde, c'est 8 000 milliards de dollars en 2023 et ça augmente de 15% par an. C'est un sujet sérieux. Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires cumulé de la contrefaçon et du trafic de stupéfiants. C'est sans frontières. La cybercriminalité n'a pas de frontières. Et vous avez plus, même moins de chances de vous faire attraper quand vous êtes un cybercriminel que de gagner au loto. D'accord? Donc vous vous rendez compte que ça touche tout le monde. Alors j'ai un atelier que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de succès. Méfiez-vous de vos ex, c'est le titre. Alors, les ex, la menace ne vient pas forcément de l'étranger.
d'une personne externe, elle vient parfois d'un ex-collaborateur, une ex-collaboratrice, d'un ex-associé, d'un ex-ami, d'une ex-compagne, d'un ex-compagnon, parce que ces personnes vous connaissent. Et même de manière non intentionnelle, elles peuvent être amenées, elles, à être victimes d'une cyberattaque qui, par rebond, vous touche en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur d'énergie, en tant que conducteur d'un véhicule. Donc, c'est très important, sans devenir parano, de comprendre les 5 angles d'attaque par lesquels vous pouvez être victime. La première vulnérabilité, elle est physique. La cybersécurité, ça commence par les clés. Ça commence par le contrôle d'accès. La manière dont on va accéder physiquement à votre maison, à votre véhicule, à votre salle serveur, à vos salles d'équipement, il faut sécuriser. Aucun système n'est infaillible. Aucun. Vous avez un fournisseur ou un prestataire qui vous dit que son système est inviolable, il ment. Aucun système. C'est pour ça que j'existe. C'est vrai que mon métier existe. C'est que notre métier, c'est justement de faire la preuve que ces systèmes sont vulnérables. Une fois qu'on sait ça, la question c'est de combien de temps dispose l'attaquant et qu'est-ce que vous allez vous mettre en œuvre pour le retarder. C'est très important d'avoir ça en tête. Je vous ai ramené quelques jouets. Là, c'est des serrures de voitures d'Audi A4 pour être exact. Le système primaire de sécurité, c'est identifier un mot de passe, hein, d'accord? Donc vous avez une clé. Cette clé, vous la rentrez dans une serrure. Si c'est bien la serrure, vous tournez la clé et c'est bon, la salle, le véhicule est déverrouillé. D'accord? Sauf que les cybercriminels ont développé des petits outils. C'est aussi des serruriers, des policiers qui utilisent ce type d'outils qui vont permettre, là c'est un litchi, un HU66 pour les spécialistes, qui va permettre de faire une intrusion fine et de pouvoir décoder la serrure. 5 et 15 minutes pour les meilleurs, vous décodez une serrure. Ce n'est pas inviolable, une serrure, et vous pouvez trouver ça sur votre boutique en ligne préférée, sans vouloir citer de marque, pour une vingtaine d'euros. C'est une pièce mécanique très simple, mais qui vous permet en 5 à 10 minutes de pouvoir décoder une serrure et d'ouvrir. Vous doutez bien que ça, sur un système de charge, sur une salle de serveur, c'est la première porte d'entrée. Et chez mes clients, d'ailleurs, c'est la première chose que l'on va faire, c'est essayer de taper le système et le contrôle d'accès. Je vais faire une petite blague. La clé, c'est un contrôle d'accès. Mais parfois, vous avez des agents de sécurité. Alors, moi, j'ai quelques petits soucis parfois parce que je suis antillais et que je vais attirer la méfiance compte tenu de ma couleur de peau de certains agents de sécurité. Donc, j'envoie un collègue qui, lui, est blanc, bien habillé et en costume. Et une fois sur deux, ça passe. Et quand ce n'est pas suffisant, on envoie une copine qui a une jolie robe rouge et qui force ce contrôle d'accès parce que l'agent de sécurité aura été moins vigilant. Le contrôle d'accès de vos systèmes est extrêmement important. La partie physique est très importante. Vos bornes de recharge, vos bureaux, vos véhicules sont très importants. Quand je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et que votre industrie doit apprendre, même si je sais que l'AVER, j'ai découvert hier soir que l'AVER était né en 1978, je n'étais pas encore en projet. Donc beaucoup de respect pour cette association et ces personnes qui, avant que je naisse, se souciaient déjà quand même de ce que pourrait être la mobilité électrique. Donc quand même un peu de respect pour ce qu'on m'a traité de boomer la semaine dernière. Donc je suis un peu sensible aux dates de naissance des gens maintenant. C'est très important que ce que d'autres industries ont eu du mal à faire, l'industrie automobile notamment, vous puissiez en tirer leçon et que vous puissiez derrière appliquer des méthodes. Je prends l'exemple des véhicules. On est le plus mauvais élève d'Europe sur le vol de voitures. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, je sais qu'il y a des assureurs dans la salle, mais le vol de véhicules, c'est 144 000 véhicules volés l'année dernière en France. Ça fait un véhicule volé toutes les 4 minutes. C'est le premier risque cyber aujourd'hui touchant l'industrie automobile. Se faire voler sa voiture. 90% de ces vols, c'était des vols par ruse électronique et informatique. Donc vous vous doutez bien que vos bornes de recharge et vos réseaux électriques deviendront et sont déjà de potentielles cibles pour ces cybercriminels parce que vous êtes un point d'échange, de paiement, un endroit où le véhicule va être garé et qui ne va pas forcément être sous la surveillance de son propriétaire.
Donc c'est très important, ce qui me permet de passer à la deuxième vulnérabilité, les vulnérabilités d'ordre radioélectrique. Vos véhicules et certaines bornes, des contrôles d'accès, des tags NFC, des systèmes de contrôle RFID, des systèmes de paiement sans contact, des QR codes, tout ça, ça fonctionne, c'est pas magique. Plus on essaie de simplifier, plus on rajoute du confort, malheureusement, plus on va rendre aussi facile des attaques par radio. Donc j'ai 2 radios sur la table. Une radio logicielle qui va me permettre de faire 3 types d'attaques radio, du brouillage, du rejeu ou de l'injection, donc replay, le rejeu, l'injection, donc en fait streamer en fait la trame radio en fait de la clé ou du système de contrôle d'accès, et on va essayer de brouiller ces 3 types d'attaques. Donc soit on essaie de copier à distance le système de contrôle d'accès, donc on va scanner les bureaux, la porte, le porte-clés, les dispositifs de contrôle d'accès du véhicule à distance, et on va, avec un complice, avec une deuxième radio, se rapprocher du véhicule ou du système de paiement pour pouvoir faire semblant d'être à proximité avec son moyen de paiement ou son moyen de déverrouillage. Soit on va enregistrer ce tag, on va le copier. Donc là, pour le coup, on a des outils qui sont de plus en plus simples et faciles d'usage. Un petit Flipper Zero pour ceux qui savent ce que c'est, 200 €, vous avez l'équivalent d'un multimètre pour un électricien. Un hacker éthique qui n'a pas de Flipper Zero, c'est une faute. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 ados, je suis revenu à la maison avec mon Flipper Zero, il était posé sur la table basse et je pensais que mon fils ne savait pas ce que c'était. J'ai dit, t'as vu ce que j'ai ramené, Damien? Tu dis, oui, c'est un Flipper Zero. J'ai dit, comment tu sais ce que c'est? Ah, papa, tu sais, avec ça, on peut ouvrir des portails. J'ai dit, le sale gosse. TikTok, Snapchat. Vous avez des collégiens aujourd'hui qui sont en capacité de reproduire très simplement. Alors ça fait cher le cadeau de Noël, mais croyez-moi, beaucoup de mes stagiaires de 3e en ont aujourd'hui. J'en ai eu 46 en 3 ans. Donc je les fréquente, ces petits grenades chenapans. Mais c'est bien de les observer, et c'est d'ailleurs mon mot de conclusion tout à l'heure. Tu disais en introduction que les failles n'avaient pas de sécurité pour moi. Ben si, ça fait du mal parfois d'avoir des enfants qui ont le tiers de mon âge me challenger. C'est pour ça que je prends beaucoup de stagiaires de 3e, parce que la cybersécurité... C'est ça, tout à fait. Je fais classe inversée tous les mois, et ils m'expliquent comment ils font. Comment ils dissimulent les informations à leurs parents, comment ils contrôlent l'accès de certaines choses auxquelles ils sont censés pas avoir droit en termes d'accès. Croyez-moi, ces enfants, parce que c'est un jeu pour eux comme ça l'était pour moi à 13 ans, sauf que j'ai pas leur créativité, j'ai pas leur temps. C'est très important aujourd'hui de vous rendre compte que vous avez des cerveaux divers qui vont être en capacité aujourd'hui d'attaquer vos systèmes. C'est comme ça. La question, encore une fois, c'est pas si, c'est quand. Et combien de temps ça va mettre. Alors, ces vulnérabilités radio, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que ce que vous avez conçu il y a peut-être 10, 15, 20, 30 ans ne résiste pas aujourd'hui à un Flipper Zero. Donc, c'est nécessaire régulièrement de se remettre en cause. Alors, ça peut être un stagiaire de 3e, ça peut être un cabinet d'audit, ça peut être un cabinet de certification, ça peut être des hackers éthiques, des pentesters, des hunters, plein de noms barbares, des personnes dont le métier, c'est de tester physiquement, ensuite par radio, la vulnérabilité de vos systèmes. J'ai un 3e jouet, enfin 4e, 5e même. C'est une Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur de poche là que vous avez là. C'est un ordinateur qui a été conçu à la base pour le monde de l'éducation. C'est de la taille d'une carte de crédit, mais c'est un ordinateur. On installe une carte SD qui sert de disque dur, et ça me permet de simuler un tableau de bord avec un logiciel libre qui s'appelle Automotive Grade Linux, qui a été choisi par de nombreux constructeurs dans le monde comme aujourd'hui logiciel souverain pour le coup, pour définir ce que c'est que l'infotainment dans un véhicule. D'autres constructeurs, que je ne vais pas nommer, n'ont pas fait ce choix-là et sont dépendants de solutions de grandes entreprises, d'un grand pays avec lequel c'est compliqué en ce moment. Évidemment, quand ce grand pays décide, ou d'autres, de mettre des taxes et de réguler ou de mettre des embargos sur le matériel ou sur les logiciels, on se retrouve malheureusement fortement dépendant économiquement de ces solutions. La souveraineté, ce sont les logiciels libres. C'est le matériel libre. N'essayez pas tout le temps de réinventer la roue. Il y a des gens qui se sont forcément posé des questions avant vous.
Et il existe sûrement, forcément, une solution à ce que vous voulez déployer. La valeur, elle est, et je l'ai entendu avant, dans le service, dans la manière dont vous allez amener les choses, votre tarification, mais sur ce qui est d'intérêt général, la distribution du courant, vous voyez, les freins, vous n'avez pas beaucoup de concurrence. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un frein, les plaquettes de frein. Et sur ces questions-là, on a des normes, on a des standards qui font que tout le monde a les mêmes règles du jeu dès le départ. La cybersécurité, c'est un peu pareil. Vous savez, c'est une discipline qui tient sur 3 piliers, sur l'authenticité des données qui sont transférées, sur le fait que l'intégrité, la donnée aussi, qui envoie, qui reçoit, la confidentialité, et sur ces sujets, avec les GIE par exemple, carte bleue, sont des systèmes bancaires aujourd'hui qui ont fait leurs preuves, pas tant parce que chaque banque a essayé de faire son système à elle, unique, mais plutôt parce qu'elles ont su se mettre autour de la table pour définir un système commun de paiement. C'est vers ça qu'il faut tendre, c'est une solidarité professionnelle, Exatrust en est un exemple, on a une solidarité professionnelle parce que sur certains sujets d'intérêt général, le facteur différenciant, c'est pas ce que vous allez faire, mais la capacité de mettre en œuvre le secret, le service, la tarification, etc. Et c'est par-dessus ça que vous devez bâtir en fait votre sécurité. Les 2 derniers sujets, ce sont les données. Évidemment, la confidentialité des données de vos clients, vous allez avoir un certain nombre de normes qui entrent en vigueur, NIS 2 pour ne pas la nommer, qui vont vous obliger à révéler quand vous avez été victime d'une attaque. Ça, c'est obligatoire. Alors évidemment, la cybersécurité, c'est un peu comme les IST. D'accord? On ne crie pas sur tous les toits qu'on a une mycose. On ne crie pas sur tous les toits non plus qu'on s'est fait attaquer. C'est très dur. C'est très dur et c'est normal. C'est normal. On est un peu honteux. Mais c'est cette aussi capacité à se remettre en question et à publier les manières dont vous avez été victime de rançongiciel, par exemple, d'attaques par déni de service, qui permettent à l'ensemble d'un pays d'être résilient. Vous êtes des acteurs de l'énergie et l'actualité récente nous le montre. Hein, ce que je dis souvent à mes clients, c'est un de mes exercices préférés sur mon autre métier. Comme le disait un célèbre philosophe, pas de bras, pas de chocolat. Pas d'électricité, pas de cybersécurité. Et là, les Espagnols, les Portugais montrent à quel point aujourd'hui, quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Dernier exercice que j'ai fait avec des étudiants du Bangladesh et de l'Inde, c'est reproduire le scénario de Ciarán et Domingo. Vous savez, les tempêtes qui ont frappé l'ouest de la France il y a 2 ans. La Bretagne et la Normandie, avec 1,2 million de Français qui n'ont pas de courant. Vous savez, les énergéticiens, donc Enedis et RTE, ont créé 2 forces spéciales, comme le GIGN et le RAID. Alors chez Enedis, ça s'appelle les FIR, les forces d'intervention rapide électrique, et chez RTE, ça s'appelle la FARN, la force d'action rapide nucléaire. Au campus cyber où on travaille, hein, Marion et moi je travaille vraiment dans le laboratoire, c'est un peu notre mission. C'est un peu d'être un peu les pompiers de la cybersécurité, que vous ayez un bâtiment à Puteaux où vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez venir nous voir, où on travaille aussi sur le recrutement, on a plus de 60 000 postes à pourvoir. Donc vous comprenez très bien pourquoi on est extrêmement attentif à des jeunes collégiens qui souhaitent s'orienter dans ces filières. N'hésitez pas à leur poser des questions, leur demander leur avis à ces jeunes stagiaires de 3e que vous accueillez. Faites comme moi, traitez-les bien. Vous ne savez jamais ce qu'ils vont devenir, ces gamins. Ce seront peut-être demain vos très bons clients. Mon meilleur élève aujourd'hui, un portefeuille à la Banque mondiale de 120 millions de dollars. Je l'ai bien traité à l'époque et je le traite bien encore aujourd'hui. C'est mon meilleur client. C'est très important de parler à ces enfants de vos métiers, de les faire rêver, qu'ils comprennent que le travail, c'est pas le bagne, que ça peut être marrant. C'est un travail qui est stressant, je vous l'avoue, mais quand on est entouré de nos pairs, c'est très intéressant de travailler, de résoudre ces problèmes avec beaucoup de solidarité. Je m'arrête là. C'est ça. Merci à tous.